Nous sommes à la croisée des chemins. TV Liberté n'a jamais été aussi puissante, mais les tentatives de nous anéantir n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors que nous allons bientôt atteindre le 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube principale, nos contenus sont invisibilisés, cachés, étouffés pour minimiser notre force de frappe. Les ordres du pouvoir politico-financier pour nous priver de comptes bancaires ont dévoilé leur volonté de nous abattre. Le coup était dur, coûteux. Et il est temps de montrer à présent au système et ses sbires que nous frapper, nous faire disparaître n'est plus une option parce que nous sommes trop nombreux, parce que nous sommes trop déterminés et qu'ensemble nous sommes plus forts. Ces attaques, aussi virulentes et basses soient-elles, trahissent en réalité leur peur. Emmanuel Macron consacre à présent des conférences entières à plaider pour un encadrement, une censure donc, des médias alternatifs. Ils ont peur que nous montrions le réel qui démonte leur narratif. Un exemple parmi d'autres, TVL n'a eu de cesse de dénoncer la corruption qui gangrène l'Ukraine et aspire l'argent des Français bien loin des fables humanitaires. Ces derniers jours, un nouveau scandale de détournement de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros a été révélé. Au cœur de l'affaire, des proches de Zelensky. Certains ont même déjà fui le pays. Le monde imaginaire vendu par les médias est en train de s'effondrer. L'information libre portée par TV Liberté déferle sur leurs mensonges. La vague les submerge. C'est l'instant de vérité. Le système tombe et il faut encore le pousser. Mais malgré notre détermination, notre dévouement intact, les coups que l'oligarchie nous a portés ont eu des conséquences lourdes. La fermeture de nos comptes, la précarité bancaire et les obstacles administratifs auxquels nous sommes confrontés ont grévé nos budgets. Pour aborder 2026, non pas avec sérénité, mais avec assurance, vous devez vous tenir à nos côtés et nous soutenir. Nous sommes en première ligne pour vous, alors assurez nos arrières, faites un don à TVL pour que vive l'information libre. Et n'oubliez pas que vous pouvez défiscaliser 66% de votre don de vos impôts. C'est le moyen le plus simple et le plus juste d'arrêter de financer ceux qui détruisent notre pays. Alors je compte sur vous. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, nous analyserons en détail le nouveau plan de paix américano-russe pour le règlement du conflit en Ukraine qui est actuellement discuté entre les différentes parties. Nous reviendrons ensuite sur la saga budgétaire au Sénat, une affaire qui s'éternise. Et enfin, direction l'Angleterre où la gauche au pouvoir serre la vis en matière d'immigration. La guerre en Ukraine pourrait-elle s'arrêter très prochainement? Le nouveau plan de paix proposé par Washington et négocié avec Moscou propose tout un éventail de garanties et de concessions tout en faisant la part belle aux intérêts américains et en enterrant définitivement l'Europe. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie et de Romain Bessonnet. Jamais un tel plan de règlement du conflit russo-ukrainien aux apparences aussi sérieuses n'avait été mis sur la table depuis le début des hostilités en février 2022, ou à tout le moins connu de la presse et donc du public d'une façon aussi détaillée. Tout laisse à penser qu'il a été négocié durant de longues semaines entre Washington et Moscou et que les scandales de corruption sont tombés plus qu'à pic pour qu'un tel plan soit communiqué. En effet, il ne faut pas oublier que ces scandales, qui fragilisent considérablement la position du président Zelensky, émanent d'un organe anticorruption en Ukraine dans lequel les Américains ont une grande influence. Et que c'est justement cet organe que le pouvoir ukrainien voulait museler cet été, avant de reculer en raison des pressions occidentales. On peut clairement considérer comme vraisemblable l'hypothèse selon laquelle les Américains ont appuyé sur le bouton pour faire vaciller, voire faire sauter Zelensky et dans la foulée faire connaître leur plan de paix négocié avec Moscou. Contrairement à ce que l'on peut lire dans la presse mainstream européenne, ce plan est relativement équilibré, impose des concessions à chaque partie et correspond en tout état de cause à la situation réelle du terrain, c'est-à-dire une réalité douloureuse pour la partie ukrainienne et peu satisfaisante pour la partie russe. Il prévoit le gel de la ligne de front dans les oblasts de Kherson et Zaporijjia et le retrait ukrainien de l'oblast de Donetsk,
en échange du retrait russe des territoires occupés dans les autres oblasts ukrainiens, notamment ceux de Kharkov et de Dnipropetrovsk. Les territoires annexés par la Russie seraient reconnus russes par les États-Unis, en échange du renoncement définitif au reste des oblasts de Kherson et de Zaporijjia. L'accord proposé évite autant que faire se peut l'humiliation pour l'Ukraine, puisque l'armée russe ne pourrait pas pénétrer dans les territoires du Donbass dont l'Ukraine se retirerait, et l'armée ukrainienne pourrait maintenir jusqu'à 600 000 hommes, ce qui offre une garantie de défense solide et de réemploi des troupes du front conséquente, ce qui semble aussi indispensable pour limiter les risques de troubles, de désordre civil et d'apparition de phénomènes de type corps franc. Selon Romain Bessonnet, la proposition fait surtout la part belle aux intérêts économiques américains et s'avère être accablante pour les Européens. Ce plan 28 points, dont on ne sait pas c'est laquelle version qui a fuité dans la presse, a des aspects intéressants et est en tout cas au jour d'aujourd'hui la forme la plus aboutie de projet de règlement du conflit. Alors tout d'abord sur la forme, c'est un plan qui ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais qui balaye en fait tous les conflits existants entre l'Occident et la Russie sur le continent européen. Il balaye aussi la question des relations russo-américaines. On voit bien que ce plan est l'aboutissement des 2 négociations parallèles qui sont en cours entre États-Unis et Russie, c'est-à-dire les négociations menées par Kirill Dmitriev d'un côté et Witkoff de l'autre sur l'Ukraine, et les négociations menées par Sergei Lavrov d'un côté et Marco Rubio de l'autre sur le rétablissement de relations bilatérales normales entre les États-Unis et la Russie. Je pense que c'est un point important qu'il faut souligner, et donc ce plan est à la convergence de ces 2 négociations. Cet accord est porté essentiellement par le vice-président Vance et par le secrétaire d'État à l'armée de terre, Daniel Driscoll, qui est l'un de ses très proches, étant donné qu'ils sont allés à la fac ensemble et que ce sont des personnalités du même profil. Ce sont 2 personnalités qui sont économes des interventions militaires des États-Unis. Et ça, on le voit bien dans la rédaction du plan, étant donné que tout ce qui concerne les garanties de sécurité, par exemple, sont très très encadrés. Les mots sont pesés au millimètre pour éviter un engagement des États-Unis sur une question fortuite. Ça, je pense que c'est très important. Ensuite, on voit bien la patte de Trump et Witkoff dans ce plan, étant donné que sur le plan économique, donc reconstruction de l'Ukraine, les Américains gagnent sur tous les tableaux. C'est-à-dire que là, on est sur ce plan, s'il était adopté, serait le couronnement de la politique de déshabillage économique de l'Europe, qui a commencé avec l'adoption des premières sanctions européennes contre la Russie au lendemain du 24 février 2022. Effectivement, il est prévu dans ce plan que l'intégralité des fonds gelés russes devront être dégelés par les pays du G7 et que sur ces fonds dégelés, 100 milliards de dollars iront à un fonds de développement et de reconstruction de l'Ukraine, dont je pense qu'il sera fusionné avec le fonds sur les terres rares et les minéraux critiques que l'Ukraine avait signé au mois de mars dernier avec les États-Unis. Et ce fonds, il est prévu dans l'accord qu'il serait dirigé par les Américains. Dans ce fonds, on ajouterait donc 100 milliards de dollars d'argent européen et enfin, le reste des fonds gelés, donc les fonds gelés russes moins les 100 milliards de dollars versés dans ce fonds dirigé par les États-Unis, iront dans un fonds commun russo-américain pour le développement des relations économiques entre les 2 pays. Enfin, sur le fonds donc, de développement et de reconstruction de l'Ukraine, les USA recevraient 50% des profits effectués par le fonds d'investissement. Troisième aspect du plan qui est important, c'est sur la coexistence pacifique en Europe. Il est prévu donc l'arrêt complet de tout élargissement de l'OTAN. C'est un point important. C'est-à-dire que la question non seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'adhésion de la Géorgie et éventuellement de l'Arménie serait maintenant réglée. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus un seul élargissement de l'OTAN. Que l'Ukraine devra intégrer dans sa constitution le fait de ne jamais demander son adhésion à l'OTAN. Et enfin, il est prévu le rétablissement en fait du Conseil UE-OTAN avec participation des États-Unis escalité pour régler les problèmes de sécurité entre l'Alliance et la Russie et rentrer dans une politique de désescalade entre les 2 blocs. L'accord prévoit également d'autres concessions, notamment sur l'usage de la langue russe et autres langues minoritaires en Ukraine.
Reste à voir comment cette proposition sera accueillie à Kiev et à Bruxelles, et si les euromondialistes ont encore les marges de manœuvre nécessaires pour rejeter ce projet, et donc poursuivre les hostilités, dans une période difficile où les forces armées de la Fédération de Russie progressent significativement et où le pouvoir à Kiev vacille. D'une façon ou d'une autre, par la négociation ou par l'épuisement, il se pourrait bien que la fin du conflit soit plus proche que jamais. Et alors que les propos du chef d'état-major des armées sur le fait que le pays doit être prêt à l'horizon 3-4 ans à accepter de perdre des enfants, Édouard Chano est allé interroger des Parisiens place d'Italie sur cette question. C'est vraiment hallucinant d'entendre ça. Voilà, le monde a connu des guerres, il en connaît encore. Et jusqu'où va-t-on? Et qui sont ces décideurs? J'ai rien contre les hommes, je ne suis pas misandre comme on dit, mais franchement, il faut arrêter de faire des guerres. Qui sont ces hommes décideurs, avides de sang, enfin c'est la finance aussi, hein, ils sont avides d'argent dans tout ça, hein, parce que c'est l'argent qui mène le monde. On est sûr que quand les enfants vont à la guerre, il y a des risques, hein, pour défendre le pays. Regardez, en Ukraine, on ne peut pas faire autrement, hein, s'il y a la guerre un jour, non? Enfin, j'espère pas pour nos petits-enfants, moi. Ça me choque terriblement même, parce que j'ai pas envie de perdre mes enfants, ni mon fils, ni les enfants de mes amis, ni qui que ce soit. Déjà, il faudrait savoir pourquoi. C'est très grave. Je trouve qu'on n'est pas en guerre, on y va peut-être tout droit, hein. Mais on n'a pas à dire la perte des enfants comme ça. Il y a plein de choses intéressantes dans la vie, voilà, que de faire la guerre. Et si on a des ancêtres qui ont fait la guerre, ils savent très bien que c'est pas drôle ceux qui ont survécu avec une jambe en moins, 3 bras en moins, 4 pieds en moins et qui ne respirent rien. Non, moi je suis pour préserver la vie, de toute façon. Écoutez, je crois qu'on a le droit de ne pas avoir un avis sur tout et tout de suite. Donc je me donne un peu de temps pour me faire une opinion sur la question. Ben oui, il fait peur à tout le monde. C'est très lointain et en même temps c'est très proche. Mais bon, voilà quoi, dans tous les cas... c'est pas très rassurant et je crois qu'en ce moment, on n'a pas très besoin de ça, quoi. Je suis contre la proposition de Macron. Il est malade. Il ne défend pas son pays, il défend le pays voisin. Moi, je suis contre qu'il envoie les Français à la guerre. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Pas du tout, ça ne me choque pas parce qu'effectivement, si on a la guerre, il faudra accepter beaucoup plus de choses encore. La mort de nos enfants, la vie difficile. Moi j'ai des petits-enfants, ils ont la vie devant eux, j'espère que ça continuera. Enfin, et la guerre c'est terrible, hein. Il faut l'éviter à tout prix. Je pense qu'il n'a pas d'enfants ce monsieur. Voilà, si c'est ça l'armée, de la chair à canon, les enfants, non. C'est passé de mode ça. Hein. Le budget toujours à l'étude. La lutte des chambres sur la mouture finale pourrait accoucher d'une loi spéciale pour éviter un blocage, état des lieux et explications. Le président Larcher s'est engagé à ce que les deux budgets, projet de loi de finances de la sécurité sociale et projet de loi de finances, sortent du Sénat. C'est-à-dire que nous irons au bout des débats. Le Sénat ira au bout. Frédérique Puissat, sénatrice LR de l'Isère, a affirmé jeudi la détermination de son parti pour aller au bout de l'examen budgétaire. L'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale se poursuit ainsi devant la Chambre haute où la droite et le centre sont majoritaires et ont apporté des modifications significatives au texte issu de l'Assemblée visant à redresser les comptes publics. Ces changements soulignent les divergences idéologiques et budgétaires et augmentent le risque d'une impasse potentiellement résolue par une loi spéciale. Jeudi, le Sénat a ainsi entamé l'examen du PLFSS en rétablissant 2 mesures controversées supprimées par les députés. D'abord, le gel du barème de la contribution sociale généralisée, la fameuse CSG pour les revenus de remplacement tels que les pensions de retraite, les allocations chômage et les pensions d'invalidité. Cette disposition limitée à l'année 2026 devrait rapporter environ 300 millions d'euros. Le rapporteur général centriste, Elisabeth Doineau, a justifié ce choix par la nécessité de combler un déficit abyssal. La gauche s'est insurgée, dénonçant des conséquences néfastes pour les Français modestes. Les échanges ont été l'occasion de pitreries récréatives, comme avec le député macroniste Denis Masseglia, qui a proposé de créer une taxe qui toucherait les députés proposant de nouvelles taxes. C'est quoi cette contribution? C'est de proposer de taxer les députés qui déposent des amendements qui proposent des taxes. Cette contribution, elle aurait 3 buts.
D'abord, réduire le déficit. Et au vu des idées que vous avez, c'est possible qu'on se retrouve très rapidement à l'équilibre. Ensuite, lutter contre l'obésité taxative. C'est une obligation d'ailleurs de santé publique. Et enfin, protéger une espèce en voie de disparition, à savoir le député qui veut réduire la dépense. Merci. Petit tacle aux élus de gauche et aux députés. Mais après cela, le Sénat a rétabli une taxe sur les complémentaires santé, les mutuelles et assurances, censée générer 1 milliard d'euros en 2026. Le gouvernement souhaitait même l'alourdir de 100 millions pour financer la suspension de la réforme des retraites, mais le Sénat s'y est opposé, préférant l'idée de rétablir ultérieurement la réforme Borne. Par ailleurs, comme à l'Assemblée, le Sénat a rejeté une cotisation patronale sur les tickets restaurants et chèques vacances qui aurait rapporté 950 millions, mais pesé sur les employeurs, et donc, in fine, sur les salariés. Une convergence s'est dessinée sur l'extension d'une déduction forfaitaire de cotisation patronale sur les heures supplémentaires aux entreprises de plus de 250 salariés, coûtant 130 à 140 millions d'euros. La gauche a obtenu une petite victoire avec un amendement socialiste soumettant aux cotisations sociales les primes d'intéressement et de participation excédant 6 000 euros pour les salaires supérieurs à 3 SMIC. Ces votes ne sont pas définitifs. Les débats sur le PLFSS se poursuivront entre les deux chambres jusqu'au début du mois de décembre au plus tôt, potentiellement via une commission mixte paritaire pour trouver un compromis. Frédéric Puissat estime qu'il serait bon que l'Assemblée reparte avec la copie du Sénat. On repartira de la copie du Sénat, qui est une copie qui aura été travaillée jusqu'au bout. Et nous l'espérons de façon à ce qu'effectivement on évite le catastrophisme de repartir de rien. Parce que pour les Français, ça serait catastrophique. Éviter une catastrophe, ainsi le déficit de la sécurité sociale porté à 24 milliards d'euros par l'Assemblée contre 17,5 milliards dans le projet initial reste un point de friction majeur. Pour le budget de l'État, l'examen patine à l'Assemblée, avec des mesures comme la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité adoptées contre l'avis du gouvernement. Le Sénat, qui attend de s'en saisir, pourrait, là encore, détricoter davantage le texte. Face à ce risque d'impasse, le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Pannifou, a évoqué jeudi un recours à une loi spéciale si le processus budgétaire n'est pas achevé d'ici le 31 décembre. Ce mécanisme permettrait à l'État de percevoir les impôts tout en gelant les dépenses par décret, évitant un blocage. Contrairement aux ordonnances écartées par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui ne souhaite pas y recourir, cette loi spéciale maintiendrait un rôle pour le Parlement. Les débats budgétaires pourraient ainsi reprendre début 2026 et se prolonger encore et encore. God Save the White, la gauche britannique parle de reprendre le contrôle des frontières. Le gouvernement travailliste présente un projet migratoire ambitieux. Renaud de Bourleuf. Les Anglais roulent dans une nouvelle direction. Le gouvernement travailliste prétend préparer les changements les plus importants apportés au système d'asile britannique à l'époque moderne. Alors que la crise migratoire bat son plein outre-Manche et que les Britanniques descendent dans les rues, le ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, a annoncé vendredi 14 novembre une réforme ambitieuse. Elle a commencé par présenter le contexte auquel la Grande-Bretagne est confrontée. Sur les 4 dernières années, 400 000 clandestins ont demandé l'asile et, comme le souligne le ministre elle-même, au moins 100 000 ont été logés et pris en charge aux frais des contribuables. Non, ce n'est ni Nigel Farage ni Tommy Robinson qui parlent ainsi, c'est bien le ministre de l'Intérieur travailliste. Nous devons réduire le nombre de ceux qui viennent illégalement. Nous devons expulser un plus grand nombre de ces personnes qui n'ont pas le droit de se trouver ici. Nous serons toujours un pays sanctuaire pour ceux qui fuient le danger, mais nous devons restaurer l'ordre et le contrôle. Lundi, les mesures ont été précisées. Le projet du gouvernement est de réduire la durée du droit de séjour de 5 ans à 30 mois, et de multiplier par 4, de 5 à 20 ans, le délai nécessaire pour demander à devenir résident permanent. Il est aussi envisagé de mettre un terme à l'accès automatique aux aides sociales, logement, allocations financières, pour les demandeurs d'asile. En résumé, l'idée est de ne plus donner envie aux clandestins de traverser la Manche pour venir se servir. De quoi susciter la fureur de nombreux députés travaillistes qui fustigent un alignement sur Reform UK, le parti souverainiste fondé par Nigel Farage, qui continue de monter dans les sondages. Yann Valery, journaliste spécialiste du monde anglo-saxon, commente l'action de ce gouvernement qui a visiblement fléchi devant les fortes manifestations anti-immigrationnistes, déclenchées souvent après des agressions sexuelles commises contre des blanches par des clandestins logés dans les hôtels. C'est un gouvernement aux abois, parce que c'est vrai que c'est un gouvernement travailliste, donc de gauche,
Il prend des mesures qui sont beaucoup plus radicales qu'un gouvernement de droite. Ce qui se passe, c'est que la ministre de l'Intérieur, donc Shabana Mahmoud, sa réforme est qualifiée de plus importante refonte du système d'asile depuis des décennies. Ils ont viré le plan Rwanda des conservateurs et ils ont durci en fait en s'inspirant tout simplement du modèle danois. Mais ils s'en inspirent en fait sous la pression populaire. Il y a les manifestations. Enfin, il y a des analystes, y compris loin d'être des analystes diabolisés habituels, qui prédisent une guerre civile au Royaume-Uni. Donc ils savent que la population leur pardonnera pas le moindre écart. Les mesures qu'ils viennent de prendre là sont particulièrement importantes. On sait que y a des centaines de milliers de migrants qui ont traversé la Manche depuis 2018. En 2025, on approche déjà les 40 000 arrivées. Les conservateurs n'avaient rien fait. Le coût de l'hébergement dans les hôtels dépasse le 8 millions de livres par jour à certains moments. Il y a des problèmes de logement énormes. Et donc, face à cette colère aussi populaire avec ces manifestations qui se développent et avec aussi la montée du parti Reform UK de Nigel Farage, forcément, le gouvernement cherche à prendre des mesures radicales. Je pense en plus que c'est assez pernicieux parce que c'est au-delà de changer la situation au Royaume-Uni, c'est vraiment aussi à des visées électorales. Il y a des élections qui arrivent. Il y en a certaines des municipales qui ont déjà été reportées par peur tout simplement d'une vague réforme UK. Et en fait, ce sont là des mesures électorales, à voir si elles seront suivies dans les faits. Le député réforme UK Richard Tice affirme que le projet gouvernemental ne fait que reprendre la ligne de son parti, mais que les travaillistes vont se heurter à une partie de leur majorité, ainsi qu'à la Cour suprême et à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi, malgré tout le bruit et les fanfaronnades, cela ne changera rien. Ça peut être un vœu pieux, comme d'ailleurs beaucoup d'autres pays sont empêchés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Reform UK, eux, proposent quelque chose de plus radical, puisqu'ils veulent, eux, carrément sortir des accords qui les lient à la Cour européenne des droits de l'homme, ce que ne propose pas le gouvernement travailliste actuel. Donc oui, ils vont être toqués puisqu'il y aura bien évidemment un combat juridique qui va s'amorcer derrière. Et de toute façon, ce combat juridique sera tellement long que le gouvernement travailliste ne devrait pas lui survivre parce qu'ils peuvent lancer cette réforme. Tant qu'il y aura des procédures administratives, il y aura des blocages et ça va poser problème. Et de toute façon, ce qui se passe au Royaume-Uni actuellement, on peut le multiplier par l'intégralité des pays d'Europe qui sont pieds et poings liés à cause de toutes ces juridictions internationales pour lesquelles les peuples d'ailleurs n'ont jamais voté, qui empêchent toute réforme réelle. Il y a aussi un manque de volonté politique, bien sûr, puisqu'on peut du jour au lendemain, on peut décider de rompre les traités internationaux. Donc il y a ce manque de volonté politique. Mais ce qui est évident, c'est que oui, ces réformes qui sont quand même assez radicales, enfin en tout cas qui sont dans l'air du temps, on va dire, ces réformes risquent de rester au statut d'effet d'annonce. Les Britanniques eux-mêmes ne semblent pas y croire davantage. Ces derniers jours, des manifestations ont eu lieu dans le sud de l'Angleterre ainsi qu'en Écosse, la population n'acceptant pas de voir des clandestins hébergés dans les hôtels, parfois sans information préalable. Et pendant ce temps, la presse britannique dévoile que plus de 200 résidents d'hôtels pour clandestins ont été mis en examen dans l'année, dont plus de 100 pour des violences et 44 pour des agressions sexuelles. Passons à présent à l'actualité. En bref, en France. Il tient les promesses, même celles des autres. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé lors du 107e Congrès des maires à Paris un méga décret qui supprimera d'ici Noël une trentaine de normes surréalistes. Un air de déjà-vu avec le choc de simplification de François Hollande, qui n'avait évidemment rien donné. Serait ainsi supprimée la vidange annuelle des piscines municipales et 70 autres éléments prévus entre janvier et février pour faciliter le prochain mandat municipal. Encore faudra-t-il tenir à Matignon jusque-là. Les macronistes va-t-en-guerre appuient-ils sur la pédale de frein ? Ce vendredi, le porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, est revenu sur les propos du chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui disait quelques jours plus tôt que la France doit accepter de perdre ses enfants. Nos enfants, au sens où on l'entend, ne vont pas aller combattre et mourir en Ukraine. Le chef d'état-major des armées parlait de tous ces soldats qui, et il le dit un petit peu avant cette séquence-là, sont déployés partout dans le monde et ont entre 18 et 27 ans. Des propos qui apportent une nuance, mais sans contradiction sur le fond, et surtout sans éclairage sur la question de la réalité ou non d'un affrontement direct entre la France et la Russie. Le procès de la maison de l'horreur se termine. Un individu du nom de Maquette était accusé de violences physiques et psychologiques, de séquestration et d'actes de barbarie sur ses 4 compagnes et les 28 enfants qui vivaient dans la maison qu'il occupait à Nogaro dans le Gers depuis le début de l'année 2019. Des scènes de cauchemar qui ont pris fin en 2022 lorsqu'une de ses compagnes s'est échappée. Mercredi, la cour d'assises du Gers a condamné le nommé Maquette à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté incompressible de 20 ans, la peine qui était requise. Il a aussi été déchu de l'autorité parentale sur les enfants mineurs dont il avait la garde.
Angoulême, temple du gauchisme à la dérive. Le célèbre festival international de la bande dessinée s'approche de plus en plus de l'annulation. Les financeurs publics du festival, dont les collectivités locales et l'État qui représentent 50% du budget, exhortent les organisateurs à annuler l'édition 2026, prévue du 29 janvier au 1er février. Le boycott de dessinateurs et professionnels du secteur fait suite à des accusations de mauvaise gestion, d'opacité financière et de management dit toxique. Seul Rachida Dati, ministre de la Culture, et l'organisation espèrent encore sauver l'événement malgré une subvention réduite de plus de 60%. Pour Noël, si vous aimez les bandes dessinées, les éditions du Triomphe ainsi que Reynal Sécher Éditions proposent de nombreuses BD d'excellente facture et pourtant jamais invitées à Angoulême. L'actualité internationale en bref. Notre maison brûle, pour une fois, c'est vrai. En pleine conférence climat COP30 au Brésil, un incendie s'est déclaré jeudi après-midi dans la zone des pavillons du site de Belém, déclenchant l'évacuation de milliers de participants. Les flammes parties d'un stand près de l'entrée vers 14h heure locale ont rapidement endommagé le toit du grand chapiteau blanc, provoquant la panique. 13 personnes ont été traitées sur place pour inhalation de fumée, tandis que la cause probable, un appareil électrique comme un micro-ondes ou un téléphone en charge, reste à confirmer. Les négociations cruciales sur l'adaptation climatique et l'abandon des énergies fossiles ont été suspendues pendant des heures, le site fermé pour expertise de sécurité. Les marchés asiatiques ont chuté vendredi matin, plombés par un repli des actions technologiques face aux doutes sur les valorisations excessives de l'IA. Le Nikkei à Tokyo a perdu 2,32%, tandis que le Topix a reculé de 0,45%. À Séoul, l'indice principal a cédé 3,7% et à Sydney, il a lâché 1,4%. Des baisses similaires sont attendues à Hong Kong et Taipei. Le secteur de la tech est durement touché. SoftBank Group a dévissé de 10% à Tokyo, Kioxia de 16%. À Séoul, SK Hynix a chuté de plus de 7% et Samsung Electronics de 6%. Ces mouvements s'inscrivent dans la foulée d'une dégringolade à Wall Street. Le Nasdaq avait lui plongé de 2,15%, le plus bas en 2 mois. Le Dow Jones de 0,84% et le S&P 500 de 1,55%. Les investisseurs s'inquiètent d'investissements en IA trop rapides par rapport au retour financier réel et à la rentabilité des infrastructures. Takaichi joue son va-tout pour relancer l'archipel. La patronne du gouvernement japonais, Sanae Takaichi, a annoncé vendredi un méga plan de relance de 21 300 milliards de yens, 117 milliards d'euros. Objectif, contrer l'inflation à 3%, la chute du yen et la récession. Le paquet inclut des subventions à l'énergie, des baisses d'impôts et des aides directes aux ménages. Malgré une dette publique à 233% du PIB, Tokyo assume ce stimuli massif. Des économistes critiquent l'absence de réformes structurelles et la faiblesse persistante du yen. La Banque du Japon pourrait relever ses taux dès décembre. Les marchés restent nerveux face à ce énième grand soir budgétaire nippon. Les limites de l'automédication aux Pays-Bas, Jordi Van W et Stéphane P, responsables du site FunCaps, seront jugés en février 2026 pour la mort d'au moins 45 personnes ayant consommé des nouvelles substances psychoactives vendues illégalement. Le procureur les accuse de faire commerce de la misère humaine avec des gains en millions. Ces produits de synthèse imitant le cannabis ou la cocaïne étaient destinés à la recherche mais promus pour des effets euphorisants. Après des interdictions, d'autres sites demeurent en ligne. Les accusés risquent 15 à 30 ans de prison. En Belgique, ils avaient écopé de 120 heures de travaux d'intérêt général pour des cas similaires. Ce soir, tête à clash et demain pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit Éric Zemmour pour évoquer la situation politique en France et son dernier ouvrage sur l'indissociable lien entre la France et la chrétienté. Dimanche, un zoom avec les journalistes Jean Sévilla et Jean-Christophe Buisson sur les origines des guerres civiles et également Terre de mission. Enfin, lundi, dès 7h, un zoom avec Philippe Royer, chef d'entreprise, sur la mutation du monde agricole français. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.